Avant de nous plonger dans ce mystère, j'aimerais savoir d'où nous regardons. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, car chaque lieu offre une perspective différente sur ce genre d'histoire. Et si vous appréciez les mystères profonds, les récits macabres et les secrets historiques révélés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire qui défie le temps, le silence et la vérité cachée derrière d'imposants murs. La villa La Leopolda se dressait à flanc de colline, imposante et silencieuse, dominant la Méditerranée d'un point de vue où le luxe semblait intemporel. Vue de loin, elle n'était qu'un symbole de plus de l'opulence française, entourée de jardins impeccablement entretenus, de hauts murs et de grilles rarement ouvertes. Mais pour ceux qui s'attardaient suffisamment longtemps à son ombre, quelque chose, entre ces murs, commençait à peser lourd. Une sensation difficile à expliquer, comme si la maison exhalait des souvenirs qu'il ne fallait jamais réveiller. Émile Laurent arriva à la villa par un matin gris où le ciel semblait refléter exactement ce qu'il portait en lui, une attente mêlée d'un malaise indéfinissable. Historien spécialisé dans les domaines privés, il avait été engagé pour cataloguer les vieux documents de la propriété. La mission, en théorie, était simple, un projet discret et bien rémunéré, loin des regards indiscrets. Pourtant, dès la lecture du contrat, Émile sentit qu'on avait soigneusement omis quelque chose. Le responsable de l'embauche était Henri Beaumont, l'intendant de la villa, un homme élégant, à la parole posée, dont la posture exprimait une autorité absolue. Beaumont n'était pas le propriétaire, mais il agissait comme si chaque pierre de l'édifice lui appartenait. Ses gestes étaient trop précis, son regard trop attentif, comme celui de quelqu'un qui calculait sans cesse son prochain coup. Dès leur première rencontre, il était clair que les deux hommes occupèrent des positions opposées dans ce contexte. Émile était venu observer, consigner, comprendre. Beaumont, lui, existait pour limiter, diriger, faire taire. La routine commençait par des règles simples, présentées presque comme des marques de bienveillance. L'accès à certaines ailes était interdit sans autorisation préalable. Certains documents n'avaient pas besoin d'être catalogués. Certaines périodes de l'histoire de la villa étaient jugées sans importance. Aucune de ces consignes n'était imposée avec agressivité. Au contraire, elle s'accompagnait toujours d'un sourire poli, ce qui rendait la situation d'autant plus gênante. Au début, Émile se concentrait sur les archives officielles, actes d'achat, rénovation, comptes rendus d'événements mondains, noms des familles influentes ayant habité la propriété. Tout était impeccablement organisé. Trop organisé pour un bâtiment plus que centenaire. Des lacunes temporelles étaient flagrantes, des années entières résumées sur une seule page, des photographies soigneusement sélectionnées évitant systématiquement certains angles de la maison. Par un après-midi tranquille, alors qu'il cataloguait d'anciens plans architecturaux, Émile remarqua quelque chose d'étrange. Certaines structures intérieures avaient tout simplement disparu des versions actuelles de la villa. Des couloirs qui ne menaient nulle part, des pièces condamnées sans explication, des accès souterrains absents des documents récents. Il tenta d'évoquer la découverte lors du dîner officiel servi dans l'aile principale. Beaumont écouta en silence, coupant sa nourriture avec une précision chirurgicale, avant de répondre que d'importantes rénovations avaient été effectuées au fil des décennies. Rien d'inhabituel pour une propriété de cette taille. La réponse mit fin à la discussion sans laisser place à un échange plus approfondi. Au fil des nuits, l'impression d'être observé s'intensifiait. Non pas par des caméras ou le personnel, mais par la maison elle-même. Le silence de la villa La Leopolda n'était pas vide, il était dense. Chaque pas résonnait comme une traversée de strates temporelles superposées. Dans certains couloirs, l'air semblait plus froid. Dans d'autres, une subtile odeur d'humidité et de vieilles pierres persistait. Un matin, incapable de dormir, Émile décida de se promener dans les jardins intérieurs. La faible lumière projetait de longues ombres sur la façade de la villa. C'est alors qu'il remarqua une fenêtre éclairée dans une aile qui, d'après Beaumont, était restée close pendant des décennies. La lumière était faible, jaunâtre, presque timide, mais indéniablement présente. Le lendemain,
En consultant à nouveau les dossiers, Émile découvrit une chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, une lettre manuscrite non datée mentionnant des événements qui n'avaient jamais figuré dans les registres fonciers officiels. Elle évoquait des disparitions discrètes, des invités qui n'étaient jamais revenus dans leur ville natale, des accords conclus à l'abri des regards. La signature à la fin de la lettre était illisible, mais le nom de famille était lisible. Beaumont. À cet instant, Émile comprit qu'il n'avait pas été engagé uniquement pour classer des documents. Il était là pour toucher à quelque chose que l'on croyait enfoui à jamais, et de toute évidence, la Villa La Leopolda ne tolérait guère longtemps les curieux. La Villa La Leopolda se dévoilait peu à peu, comme si elle choisissait avec soin ce qu'elle laissait entrevoir. Le jour, la lumière méditerranéenne adoucissait les lignes de l'édifice, conférant au jardin une perfection presque irréelle. Cyprès alignés, fontaines silencieuses, sculptures antiques disposées avec une précision quasi obsessionnelle. Tout respirait l'ordre, la maîtrise, mais cet ordre semblait imposé, non naturel. Émile commença à explorer plus attentivement les espaces autorisés. Il s'aperçut que chaque aile de la villa possédait une atmosphère particulière, comme si elle avait été façonnée par des intentions différentes au fil du temps. Certaines pièces étaient excessivement restaurées, trop modernes pour un bâtiment historique. D'autres conservaient de subtiles marques de négligence, des fissures discrètes, des planchers qui craquaient sous le poids du passé, des murs qui semblaient cacher plus qu'ils ne soutenaient. Les employés parlaient rarement, jardiniers, serveurs, agents de sécurité, tous accomplissaient leurs tâches avec une efficacité quasi mécanique. Quand Émile tentait d'engager la conversation, il recevait des réponses brèves, polies, mais vides de sens. Un consensus tacite régnait entre eux. Certains sujets n'existaient pas, certains lieux non plus. Henri Beaumont, quant à lui, devenait de plus en plus omniprésent. Il apparaissait à l'improviste dans les couloirs, observait le travail d'Émile à distance, posait des questions en apparence anodines, mais toujours orientées vers ce qui avait été découvert ou négligé. Il ne manifestait aucune curiosité véritable, seulement le besoin de s'assurer que tout restait sous contrôle. Au fil du catalogage, Émile commença à déceler des constantes dans les vieux documents. Nombre d'événements mondains consignés à la villa, dîners, réceptions, rencontres diplomatiques, coïncidaient avec des périodes politiquement sensibles de l'histoire de France. Des années marquées par des crises économiques, des scandales étouffés et des bouleversements de pouvoirs brutaux. La Villa La Leopolda apparaissait dans ces archives comme un espace neutre, à l'abri des regards, où les décisions semblaient se prendre sans laisser de traces officielles. Dans les archives les moins bien organisées, il trouva des allusions indirectes à des réunions privées tenues la nuit, toujours décrites de manière vague. Il n'y avait jamais de liste complète d'invités, seulement des initiales, des pseudonymes ou des titres génériques. Dans certains cas, des noms célèbres de l'aristocratie européenne n'apparaissaient qu'une seule fois et n'étaient plus jamais mentionnés dans les documents ultérieurs. La culture française de l'époque imprégnait chaque détail. Le souci des apparences, la valeur accordée à un silence élégant, l'obsession de préserver sa réputation à tout prix. Tout cela expliquait pourquoi certaines histoires étaient restées secrètes. La villa n'était pas qu'une simple demeure de luxe. Elle fonctionnait comme un espace où les secrets étaient protégés par des conventions sociales aussi immuables que ces murs de pierre. Parmi les personnages secondaires, un nom se démarqua. Madeleine Rousseau, une ancienne gouvernante mentionnée dans plusieurs documents personnels. Contrairement aux autres employés, son nom apparaissait régulièrement pendant des décennies sous différentes administrations de la villa. De petites notes indiquaient qu'elle avait un accès illimité à la propriété, chose inhabituelle pour une personne occupant une telle position. Aucun document ne mentionne son départ. Pas d'acte de décès. Aucune mention officielle après une certaine année. Le silence radio. Interrogeant Beaumont au sujet de Madeleine, Émile perçut pour la première fois une réaction manifeste. Un léger durcissement dans son regard. Un silence interminable avant la réponse.
Beaumont déclara que de nombreux documents anciens contenaient des erreurs et des exagérations, fréquentes dans les archives privées. Il ajouta que la gouvernante avait quitté son poste pour des raisons personnelles et qu'il n'y avait aucune raison d'insister sur ce point. Mais ce refus semblait répété à l'avance. La nuit, seul dans ses appartements, Émile se mit à recouper les informations. Dates, réformes structurelles, événements sociaux, noms apparus puis disparus. Peu à peu, la villa cessa d'apparaître comme un simple décor et commença à jouer un rôle actif dans l'histoire, comme si elle influençait les décisions, en protégeait certaines et en effaçait d'autres. Sur une vieille carte, presque illisible avec le temps, Émile remarqua une note en marge, un passage de service souterrain reliant l'aile principale aux jardins inférieurs de la propriété. Ce passage ne figurait dans aucun document moderne. Officiellement, il n'existait pas. Le lendemain, en traversant les jardins inférieurs, Émile ressentit de nouveau cette désagréable impression d'être observé. Au loin, Beaumont discutait avec un des gardes, désignant discrètement sa direction. Il n'y eut pas de confrontation, juste la confirmation silencieuse que chacun de ses pas était suivi. La villa La Leopolda commençait à révéler non seulement son histoire, mais aussi sa véritable nature. Un lieu où le luxe servait de façade à des transactions douteuses et où le silence était la monnaie la plus précieuse. La tension qui régnait à la villa La Leopolda cessa d'être une simple impression diffuse et commença à se manifester par de petits événements concrets. Rien d'explicite, rien qu'il soit facile d'affronter. Pourtant, Émile sentait que quelque chose avait changé depuis ses dernières découvertes. Les portes qui restaient auparavant ouvertes exigeaient désormais une autorisation. Les employés qui le saluaient cordialement évitaient son regard. Le silence, jadis simplement pesant, était devenu stratégique. Malgré tout, il a poursuivi. En consultant les documents de la décennie où Madeleine Rousseau a disparu des archives, Émile remarqua une augmentation inhabituelle des travaux de rénovation à la villa. Il ne s'agissait pas d'améliorations esthétiques, mais d'interventions intérieures. Renforcement des murs, modification des escaliers, réaménagement d'ailes entières. Le tout justifiable au nom de la modernisation. Sauf que nombre de ces rénovations coïncidaient précisément avec des périodes où se déroulaient des événements privés non consignés dans les registres officiels. L'une de ces réformes a retenu l'attention. La fermeture définitive d'une aile de service près des jardins inférieurs. Les documents mentionnaient l'urgence, les coûts élevés et la supervision directe de l'administrateur de l'époque. Le nom de la personne chargée de l'approbation finale apparaissait sous forme abrégée, mais le nom de famille ne laissait aucun doute. Beaumont. À partir de ce moment, Émile travailla avec plus de prudence. Il conservait des copies numériques des fichiers sur des appareils distincts. Il prenait des notes à l'extérieur de la villa. Il s'abstenait de toute surprise lorsqu'il découvrait de nouvelles incohérences. Le sentiment d'être observé s'accompagnait désormais d'une certitude. Un après-midi, en cataloguant une correspondance privée, il fit une découverte troublante. Un échange de lettres entre anciens administrateurs évoquait des incidents maîtrisés et des mesures définitives pour préserver la réputation de l'établissement. Les termes étaient vagues, mais le ton était clair. Les problèmes n'étaient pas résolus, ils étaient étouffés. Avant qu'il ait pu terminer sa lecture, la porte des archives s'ouvrit. Beaumont entra sans prévenir, le bruit sec de ses pas résonnant sur le vieux sol. Son regard se posa directement sur les documents étalés sur la table. Sans hausser le ton, il fit remarquer que certains dossiers n'avaient pas encore été autorisés au catalogage. Il le dit comme pour corriger un détail mineur, mais il s'attarda trop longtemps observant chacun des gestes d'Émile. Il n'y avait aucune menace directe, juste une réaffirmation des limites. Ce soir-là, Émile décida d'agir. Guidé par de vieilles cartes, il traversa les jardins inférieurs jusqu'à trouver un endroit où la végétation semblait étrangement uniforme. Le sol y était plus compact, comme ancien. En appuyant sur une pierre près du mur,
Il perçut un son creux, presque imperceptible. Ce n'était pas son imagination. Quelque chose se trouvait sous ses pieds. L'entrée était invisible. Ni porte, ni trappe. Seuls des indices laissaient penser que quelque chose avait été délibérément dissimulé. Les jours suivants, de petits obstacles se succédèrent. Son accès aux archives fut temporairement suspendu sous prétexte de maintenance. L'un des appareils où il conservait des copies tomba en panne inexplicablement. Un employé l'avertit, à voix basse et pressée, qu'il n'était pas prudent de conduire seul la nuit. Ces tensions ont fait émerger des personnages secondaires. Le gardien qui l'avait averti a évité de citer des noms, mais a clairement indiqué que certains ordres venaient d'en haut. Une femme de chambre, visiblement nerveuse, a fait remarquer que personne ne restait longtemps dans la villa, sans accepter les règles tacites. Le conflit n'opposait plus seulement Émile et Beaumont. La structure même de la villa, son personnel, ses espaces, ses habitudes, semblait fonctionner de manière à étouffer toute tentative de révélation. Lors d'un dernier accès au dossier avant une nouvelle restriction, Émile découvrit un document financier isolé. Un paiement important effectué discrètement à une entreprise de construction, sans description détaillée de la prestation. La date coïncidait avec la fermeture du passage souterrain mentionné sur les anciens plans. Aucune photo avant ni après les travaux n'était présente. Seul le montant payé et la signature d'approbation figuraient. Beaumont à nouveau. À cet instant, le conflit se cristallisa. Il ne s'agissait plus de recenser une histoire oubliée, mais de décider jusqu'où il était prêt à aller pour la faire ressurgir. La villa, la Léopolda, ne se contentait pas de dissimuler d'anciens secrets. Elle repoussait les limites et punissait ceux qui s'obstinaient à les franchir. Émile referma le dossier, conscient que chaque action suivante aurait des conséquences bien réelles. Le jeu silencieux avait commencé, et reculer n'était plus envisageable. L'accès aux archives étant de plus en plus restreint, Émile dut revoir sa stratégie. L'enquête cessa de se concentrer sur les documents officiels et commença à s'appuyer sur des fragments, des commentaires interrompus, des archives oubliées, des espaces négligés par la routine de la villa. Chaque piste secondaire apparaissait non comme un détour, mais comme un prolongement naturel de ce qui était dissimulé. L'une de ces intrigues secondaires concernait les employés eux-mêmes. Peu à peu, Émile réalisa que le roulement du personnel suivait un schéma discret. Certains restaient des années, d'autres disparaissaient subitement, sans adieu, sans laisser de traces. En recoupant les noms sur d'anciennes listes de paie, il constata que certains employés avaient été licenciés peu après des événements personnels importants. Aucune plainte, aucune justification officielle. Le vigile qui l'avait mis en garde quelques jours auparavant commença à l'éviter complètement. Leurs regards se croisèrent, et l'on perçut une urgence, presque un appel silencieux à la distance. Le message était clair. Toute proximité pourrait avoir des conséquences pour l'un comme pour l'autre. Une autre intrigue secondaire se dessinait dans les jardins inférieurs. Émile commença à les observer à des heures précises, et remarqua que certains chemins étaient évités même par les jardiniers. Non par négligence, mais sur ordre. Dès que quelqu'un s'approchait trop près de certains endroits, un supérieur apparaissait pour le rediriger. Le contrôle de l'espace était absolu, comme si la Terre elle-même devait rester intacte. La pression du temps commença à se manifester concrètement lorsque Beaumont l'informa, avec sa cordialité habituelle, que le contrat d'Émile serait résilié plus tôt que prévu. Il invoqua un changement de priorité du propriétaire et la nécessité d'une confidentialité absolue concernant les documents déjà analysés. La nouvelle ne fut pas formulée comme une menace directe, mais comme un ultimatum subtil. Émile comprit le message. Le temps pressait. Une troisième intrigue secondaire est née d'une découverte en apparence anodine. Dans une aile rarement visitée, il a trouvé un vieux carnet de maintenance, oublié sur une étagère en hauteur. Parmi les notes techniques figuraient d'étranges marques, de simples symboles répétés au fil des ans, toujours associés à des dates précises. Il ne s'agissait pas de codes complexes, mais de signaux de confirmation, comme si certaines tâches devaient être validées par une personne située au-dessus de la hiérarchie habituelle.
En comparant ces dates avec les événements privés consignés dans les archives sociales, Émile s'aperçut qu'elles coïncidaient avec des nuits où les invités avaient prolongé leur séjour à la villa. Le lendemain, des réparations d'urgence furent notées, grand nettoyage, remplacement de matériaux, rien de précis, mais suffisant pour indiquer qu'il fallait faire disparaître quelque chose au plus vite. Entre-temps, le nom de Madeleine Rousseau revenait sans cesse. Un cadre, après quelques minutes d'hésitation, lança que l'ancienne gouvernante connaissait la villa comme sa poche, qu'on la jugeait trop digne de confiance. Il le dit presque comme un avertissement avant de s'éloigner brusquement. L'intrigue secondaire concernant Madeleine cessa d'être un simple mystère du passé et commença à se lier directement au présent. Si elle avait disparu, ce n'était pas un accident. Si elle avait un accès illimité, peut-être en savait-elle trop. À mesure que ces couches s'accumulaient, Émile sentait la pression psychologique s'intensifier. De petits signes indiquaient que ses mouvements étaient surveillés de plus près. Des objets changèrent de place dans sa chambre, des notes disparaissaient. Le sentiment de franchir une frontière invisible devenait constant. Toutes les intrigues secondaires convergeaient vers un point commun. La Villa La Leopolda fonctionnait selon un système de contrôle mis en place depuis des décennies. Le personnel, les rénovations, les événements mondains et même l'aménagement des jardins faisaient partie d'une machine soigneusement orchestrée. Rien n'était laissé au hasard, rien n'était négligé par inadvertance. Alors que son séjour sur la propriété s'amenuisait et que les portes se fermaient les unes après les autres, Émile comprit qu'il n'aurait pas de seconde chance. Soit il trouverait rapidement des preuves concrètes, soit il deviendrait un nom de plus effacé des registres non officiels de la villa. Le point de rupture est survenu silencieusement, presque discrètement, comme tout le reste dans cette villa. À la veille de son départ anticipé, Émile trouva une enveloppe déposée sur sa table de chevet. Ni signature, ni timbre. Juste son nom, écrit à la main en lettres fermes, trop anciennes pour paraître récentes. Il n'entendit aucun pas dans le couloir. Aucune porte ne s'ouvrit, ni ne se ferma. L'enveloppe était là, tout simplement. À l'intérieur, il trouva une vieille clé en fer noirci et un petit morceau de papier plié. L'écriture était différente de celle sur l'enveloppe, plus hâtive, irrégulière. Elle n'a pas disparu, elle a été réduite au silence. Ce que vous cherchez se trouve encore en dessous. Il n'y avait ni date, ni expéditeur. La première réaction d'Émile ne fut pas la peur, mais la lucidité. Toutes les intrigues secondaires convergeaient vers ce simple objet. La clé n'était pas une invitation, mais un choix. Sans prévenir personne, il se dirigea vers les jardins inférieurs à la nuit tombée. L'air était lourd et le bruit lointain de la mer semblait étouffé, comme si le paysage lui-même était contenu. Guidé par le souvenir de vieilles cartes, il retrouva la parcelle de terre compactée. À proximité, presque invisible parmi les pierres, se trouvait une petite ouverture métallique, camouflée sous la mousse sèche. La clé s'adaptait parfaitement. L'entrée dévoilait un escalier étroit, descendant dans un couloir souterrain laissé à l'abandon. Une odeur de terre et d'humidité se mêlait à une senteur métallique et ancienne. Les murs de pierre portaient des traces d'outils, comme si cet espace avait été condamné à la hâte des décennies auparavant. En avançant, Émile comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple passage de service. Il y avait des portes latérales, certaines scellées, d'autres entr'ouvertes. Dans l'une d'elles, il découvrit des restes de vieux meubles, des disques brûlés, des fragments d'objets personnels. Tout indiquait que cet espace avait été utilisé, puis effacé. Dans une pièce plus grande, éclairée seulement par la lampe torche qu'il portait, il découvrit ce qui allait tout changer. Des archives improvisées, des dossiers protégés par un tissu épais, à l'abri de l'humidité. À l'intérieur, des comptes rendus manuscrits décrivant des réunions privées tenues à la villa pendant des décennies. Noms complets, dates, décisions prises sans traces écrites. Et, parmi elles, des mentions explicites de conservation permanente, une expression froide pour désigner quelque chose de bien plus définitif. Parmi les documents,
Émile découvrit des actes signés par différents administrateurs. Le nom de famille Beaumont y apparaissait à maintes reprises, sur plusieurs générations. Il ne s'agissait pas d'un seul individu, mais d'une lignée. La révélation finale est venue avec un dernier document. Déclaration signée par Madeleine Rousseau. Elle a décrit, avec une précision glaçante, comment la villa avait servi à neutraliser les menaces pesant sur la réputation de familles influentes. Des invités qui en savaient trop, des transactions qu'il fallait absolument dissimuler, des personnes qu'il fallait faire disparaître sans laisser de traces. Madeleine n'était pas complice par choix. Elle était une tutrice par obligation. Le témoignage s'est terminé brusquement, interrompu par une note ultérieure. Affaires réglées, accès interrompus. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans le couloir. Émile éteignit sa lampe torche, sentant le poids de la révélation se mêler à l'urgence. Il n'y avait plus aucun doute, la villa n'était pas qu'un symbole de luxe. C'était un instrument actif de censure. Lorsque la lumière fut rallumée, il n'était plus seul. Henri Beaumont se tenait à l'entrée de la pièce, observant en silence. Aucune surprise ne transparaissait sur son visage, seulement de la reconnaissance. La partie était terminée. La confrontation silencieuse était terminée, elle aussi. Le silence qui suivit la réunion au sous-sol ne fut rompu par aucun mot. Beaumont s'avança d'un pas lent et calculé, comme s'il connaissait déjà chaque recoin de cet espace oublié. Son regard parcourut les dossiers ouverts, les documents éparpillés, le nom de Madeleine encore visible sur la dernière page. Aucune colère ne transparaissait sur son visage, seulement la conscience qu'une victoire avait été obtenue trop vite. 2 agents de sécurité apparurent derrière lui, se positionnant stratégiquement pour bloquer la seule issue. Aucun des 2 n'était armé. Ce n'était pas nécessaire. Le confinement était institutionnel, non physique. Émile garda les mains visibles. Il ne chercha pas à dissimuler sa découverte. La réaction de Beaumont confirma tout ce que les documents laissaient présager. Il ne s'agissait pas d'une erreur récente, mais d'un système perfectionné au fil des générations. D'un bref geste, il fit signe à l'un des agents de sécurité de ramasser les dossiers, les rangeant soigneusement dans leur chemise, comme s'il s'agissait de reliques. La conséquence immédiate fut l'isolement. Émile fut reconduit dans ses appartements et informé, sans hausser le ton, que son séjour à la villa était terminé. Pas cette semaine, pas le lendemain, ce soir même. Ses affaires lui seraient restituées après inspection. Son transport avait déjà été organisé. La réaction d'Émile ne fut pas la résistance, mais l'adaptation. Pendant que Beaumont parlait, il observait les détails, le soin apporté à éviter les menaces directes, l'insistance sur les apparences de l'égalité, l'emploi constant du mot « discrétion ». Rien ne serait fait brutalement. La villa n'avait pas besoin de violence ouverte. Elle fonctionnait dans l'ombre. Avant de partir, Beaumont fit une dernière observation. Il dit que beaucoup avaient fait des choix similaires par le passé. Que certains comprenaient la valeur du silence, d'autres non. Il n'y avait aucun jugement dans cette déclaration, juste un constat historique. Dans les couloirs, les employés évitaient de regarder Émile. La femme de ménage, qui avait déjà manifesté de la nervosité, gardait les yeux baissés. Un jardinier interrompit son travail en le voyant passer, faisant mine de réajuster ses outils déjà rangés. La réaction collective était sans équivoque. Cette scène s'était déjà produite. Il savait comment elle se terminait. Cependant, toutes les conséquences n'ont pas joué en faveur du contrôle absolu de Beaumont. Lors de l'inventaire des affaires d'Émile, un appareil manquait à l'appel, officiellement, à cause d'un problème technique. En réalité, il avait été délibérément mis de côté. Beaumont pensait avoir tout récupéré. Il n'avait pas vérifié chaque détail. Cela n'avait jamais été nécessaire. En quittant la villa La Léopolda, Émile jeta un dernier regard à la façade illuminée. Rien dans l'apparence du bâtiment ne laissait deviner ce qui se cachait en dessous. Le luxe était intact, le silence aussi. Mais la réaction intérieure d'Émile n'était plus la même que celle de l'homme arrivé des semaines auparavant.
Il n'était plus seulement en possession d'informations troublantes, il était conscient d'avoir été intégré, même contre son gré, au fonctionnement de la villa. Il savait comment elle fonctionnait, il savait où elle faillissait. Les conséquences se sont prolongées bien au-delà de cette nuit-là. Quelques heures plus tard, loin de la propriété, Émile ouvrit le seul fichier auquel il avait encore accès. Il ne contenait ni nom complet ni documents explicites, seulement des dates, des schémas et des corrélations. De quoi soulever des questions troublantes, pas de quoi porter des accusations directes. C'était précisément le type de matériau que la villa avait toujours sous-estimé. La réaction de Beaumont fut immédiate, quoique indirecte. Les contacts professionnels d'Émile commencèrent à disparaître. Les invitations furent annulées. Les projets suspendus sans explication. Le message était clair, le système réagissait, mais pour la première fois, la réaction ne fut pas totalement silencieuse. La vie d'Émile hors de la villa La Léopolda ne reprit pas son cours normal. Rien ne s'était brisé à proprement parler, mais tout exigeait un effort redoublé. Les invitations universitaires cessèrent. Les demandes d'accès aux archives privées restèrent sans réponse. Ses anciens contacts répondirent avec une formalité distante, comme s'il avait franchi une limite invisible, que tous reconnaissaient mais que personne ne nommait. La première réaction d'Émile ne fut pas de s'opposer au système, mais d'en comprendre les limites. Il commença à analyser les mécanismes d'exclusion auxquels il était confronté en utilisant la même méthode qu'à la villa. Il observa ce qui disparaissait, qui prenait ses distances, et quand des obstacles surgissaient. Peu à peu, il réalisa que le système fonctionnait le mieux lorsque la personne visée insistait sur sa visibilité. Le silence, paradoxalement, devint alors une arme. Au lieu de chercher à exposer directement sa découverte, Émile changea de stratégie. Il accepta des missions moins importantes, apparemment sans lien avec ses recherches initiales, projets de catalogage régionaux, missions de conseil discrètes, analyses historiques qui passaient inaperçues. Chaque mission lui servait de prétexte pour accéder à de nouvelles archives, de nouveaux contextes, de nouveaux fragments qui, mis en parallèle, révélaient les échos de cette même logique d'effacement. Surmonter cette épreuve ne s'est pas fait par un acte héroïque isolé, mais par un processus d'adaptation patient. Durant cette période, un changement intérieur s'est opéré. Émile a cessé de rechercher la validation institutionnelle. Il a commencé à s'appuyer davantage sur ses propres critères, sélectionnant avec soin ce qu'il fallait consigner, ce qu'il fallait conserver et, surtout, où le stocker. Il a créé des redondances. Il a réparti l'information par strates. Rien n'était complet en un seul endroit. Un contact inattendu a marqué une nouvelle étape de développement. Un ancien employé d'un domaine privé du sud de la France a contacté Émile indirectement. Il n'a pas mentionné la villa La Léopolda, mais a décrit des pratiques similaires, événements privés, rénovations urgentes, personnes disparaissant des registres. La conversation fut brève et précise, suffisante pour confirmer que la villa n'était pas un cas isolé, mais un modèle. La réaction d'Émile à cette révélation fut pragmatique. Il entreprit de cartographier les liens entre les propriétés, les administrateurs et les périodes historiques. Il ne cherchait plus un coupable unique, mais des schémas reproductibles, des structures. Parallèlement, Émile commença à gérer sa propre exposition. Il changea ses habitudes. Il fuyait la prévisibilité, non par paranoïa, mais par lucidité. Le sentiment d'être observé ne disparut jamais complètement, mais il cessa de le paralyser. Il devint un élément à prendre en compte, et non plus un obstacle insurmontable. L'aboutissement de cette période s'est traduit par une décision concrète. Émile a commencé à organiser des archives décentralisées, partagées avec quelques collaborateurs de confiance, chacun ne détenant que des fragments de l'information totale. Aucun d'eux ne possédait le tableau d'ensemble, pas même lui. C'était un renversement direct du système auquel il avait été confronté. La villa La Léopolda fonctionnait selon un contrôle centralisé. Émile, en revanche, privilégiait la diffusion du savoir. Là où le silence était autrefois imposé, il était désormais choisi de manière stratégique. Surmonter les difficultés ne signifiait pas la victoire.
Cela signifiait survivre en toute conscience, et surtout se préparer. Des mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Émile de la villa La Leopolda, mais la présence du lieu persistait, silencieuse et implacable. Il avait repris ses habitudes, mais le poids du savoir le maintenait constamment sur ses gardes. Chaque rencontre, chaque document consulté était analysé avec soin. Chaque démarche, dans le monde universitaire ou professionnel, était planifiée avec précaution, afin de ne pas révéler de faiblesse. Parallèlement, le travail de cartographie des schémas a commencé à révéler des liens dangereux. Certaines familles influentes, autrefois discrètes, exerçaient un contrôle subtil sur les institutions locales, entretenant l'opacité sur certains événements. Les archives rassemblées par Émile indiquaient que la villa n'était pas une simple exception historique, mais faisait partie d'un système de préservation des secrets qui s'étendait sur plusieurs générations. Pour aller de l'avant, il lui fallait des informations supplémentaires, mais cette fois-ci de manière sûre et stratégique. Des contacts discrets commencèrent à lui fournir des fragments d'informations, corroborant des hypothèses concernant des passages souterrains, des disparitions d'employés et des événements privés tombés dans l'oubli. Chaque intrigue secondaire, employé, rénovation, Madeleine Rousseau, s'intégrait désormais parfaitement au puzzle central. La pression du temps se fit de nouveau sentir. Un collaborateur de confiance signala que certains changements administratifs dans la région permettaient de surveiller de plus près les maisons liées au système de mise sous silence de la villa. Le moindre faux pas mettrait Émile directement en danger, rendant l'opération encore plus urgente. Le temps était compté et chaque action devait être mûrement réfléchie. Tout en élaborant son plan d'action, Émile repassa mentalement chaque détail de la villa, les escaliers étroits, les couloirs silencieux, les employés qui obéissaient aux ordres sans broncher, les documents cachés qui n'auraient jamais dû être consultés. Il comprit que le plus grand risque n'était pas physique, mais bien la surveillance institutionnelle et psychologique qui s'était étendue sur des décennies, maintenant le contrôle sans avoir recours à la force. Par ailleurs, la question de Madeleine Rousseau demeurait centrale. Non seulement elle connaissait tous les secrets de la villa, mais elle possédait également des documents susceptibles de confirmer ou d'approfondir ses découvertes. Bien que son sort restât inconnu, la possibilité de trouver des preuves supplémentaires grâce à des contacts indirects représentait la clé d'une avancée décisive. La préparation comportait donc deux éléments simultanés. Consolider les informations, pour s'assurer que chaque fragment de document, chaque motif identifié était vérifié et validé sans générer d'exposition. Planifier l'approche, identifier moment, lieu et méthode qui leur permettraient de procéder sans alerter les surveillances de Beaumont. Émile comprit que le conflit était sur le point d'atteindre son point culminant. Tout ce qu'il avait appris, observé et conservé jusqu'à présent allait aboutir à une action décisive. La convergence de toutes les intrigues secondaires, des secrets et des risques. Il n'y avait plus droit à l'erreur. Et, pour la première fois depuis le début de son enquête, Émile sentait qu'il était sur le point d'affronter non seulement l'héritage de la villa, mais aussi la force même qui avait gardé le silence pendant des générations. L'atmosphère autour de lui était pesante. Chaque détail observé, chaque schéma mémorisé, chaque allié secret constituait désormais une préparation à l'inévitable. Le point culminant ne serait pas seulement la confrontation avec Beaumont ou la révélation concernant Madeleine, mais la preuve ultime que le savoir et la stratégie pouvaient triompher de décennies de silence imposé. La nuit choisie pour leur retour à la villa La Leopolda était sombre et silencieuse, seulement troublée par le murmure lointain des vagues méditerranéennes. Émile avait planifié chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Chaque couloir de la villa, chaque ombre, chaque accès aux ailes interdites, tout était cartographié. Mais il savait qu'aucun plan ne résiste intact à des générations de silence systématique. En pénétrant dans la propriété, il franchit les hautes grilles sans être remarqué, silencieux comme si la villa elle-même avait perçu sa présence. Rien ne semblait déplacé, mais chaque détail dissimulait des pièges.
Caméras camouflées, capteurs discrets, employés postés à des points stratégiques. La maison reconnaissait ses intrus, et Émile n'était pas un simple intrus. Il menaçait son héritage. Dans le couloir principal, il trouva Beaumont qui attendait, non pas sur un ton hostile, mais avec le même calme implacable qu'à l'accoutumée. Derrière cette apparence maîtrisée, Émile perçut un changement. L'administrateur savait que le silence de la villa allait être rompu. Il est venu chercher des réponses qui ne devraient même plus exister, a déclaré Beaumont, sa voix ferme résonnant dans le couloir désert. Ou peut-être la justice, répondit Émile, gardant son calme, mais sentant chaque muscle tendu, prêt à réagir. La confrontation n'était pas physique, mais stratégique. Beaumont cherchait à l'isoler, guidant Émile à travers des couloirs que lui seul connaissait. Chaque pas était une négociation silencieuse. La villa semblait réagir. Les portes restées ouvertes se verrouillaient discrètement, les couloirs se rétrécissaient et des ombres inspiraient la crainte. Arrivé dans l'aile souterraine, Émile fit une découverte inattendue. Madeleine Rousseau, vivante, les observait depuis une porte latérale. Son visage reflétait des années de secret, mais aussi une grande détermination. Elle tenait un dossier complet, les documents qui prouveraient tout ce qu'Émile soupçonnait. Le tournant décisif survint à cet instant. Beaumont n'était pas simplement l'administrateur en place. Il était un descendant direct de la lignée qui avait perpétué le contrôle de la villa. Son calme, sa précision et sa vigilance n'étaient pas des stratégies isolées. Elles lui avaient été enseignées, héritées. Il connaissait chaque recoin, chaque secret, chaque faille potentielle. Et désormais, Émile et Madeleine représentaient la première véritable brèche dans ce contrôle depuis des décennies. Avec la complicité silencieuse de Madeleine, Émile commença à redistribuer les documents, constituant ainsi des preuves irréfutables. Chaque geste était calculé, chaque étape minutieusement planifiée. Lorsque Beaumont tenta d'intervenir, il comprit qu'il ne pouvait pas tout empêcher. La villa, si méticuleusement contrôlée depuis des générations, était en train d'être pervertie de l'intérieur. Le point culminant de la crise fut atteint lorsque Beaumont, conscient de l'inévitabilité de la révélation, tenta un ultime recours. Accéder au coffre-fort central de la villa, où étaient conservées d'anciennes preuves, cruciales pour la réputation de familles influentes. Mais Émile, anticipant cette action, lui barra le passage et révéla une issue sûre pour Madeleine et les documents, forçant Beaumont à se rendre à l'évidence. Le système de contrôle de la villa était compromis. Le moment de tension maximale fut marqué non par la violence, mais par une prise de conscience. La vieille tradition du silence se heurtait pour la première fois à une résistance organisée. Émile non seulement avait survécu, mais avait transformé la menace en opportunité. Des informations diffusées stratégiquement, des alliés infiltrés, un système de surveillance humaine et documentaire prêt à préserver les archives et à révéler la vérité le cas échéant. Lorsque Beaumont se retira, il n'y eut ni cri ni affrontement physique. Une prise de conscience s'installa. La villa La Léopolda demeurait imposante, mais son emprise absolue avait pris fin. Et pour la première fois depuis des décennies, ses secrets ne seraient plus entièrement engloutis par le silence. L'aube, sur la côte d'Azur, illuminait la villa La Léopolda, mais le sentiment de grandeur demeurait intact. La propriété restait majestueuse, immuable en apparence, mais l'équilibre intérieur avait été bouleversé à jamais. Émile observait de loin, méditant non pas avec des mots, mais avec une profonde lucidité. Le combat n'avait été mené ni par la vengeance, ni par la quête de reconnaissance personnelle. Il avait été mené pour maîtriser ce qui ne devait jamais rester caché. Madeleine Rousseau était en sécurité, aux côtés d'Émile, tous deux silencieux mais déterminés. La gouvernante avait passé des décennies à obéir aux ordres, protégeant des secrets qui appartenaient non seulement à la villa, mais aussi à de puissantes familles et à des institutions historiques. À présent, enfin, elle pouvait agir sans crainte, sachant que les documents étaient en sécurité, copiés et stratégiquement distribués.
Beaumont avait temporairement disparu, se retirant pour réorganiser son réseau de contrôle, conscient que son autorité était brisée. Il n'y avait pas de défaite physique, seulement la prise de conscience que la structure qui maintenait un silence absolu n'était plus inviolable. La villa, bien qu'immuable dans ses jardins, ses couloirs et ses façades, avait perdu la domination totale qu'elle avait exercée pendant des décennies. Pour Émile, le sentiment était ambigu. L'objectif était atteint, mais le prix à payer pour connaître tant de secrets et comprendre l'ampleur du système de pouvoir et d'oppression laissait des cicatrices invisibles. Chaque décision prise, chaque action planifiée était lourde de responsabilité. Il savait qu'il ne pouvait plus simplement reprendre sa vie d'avant. Désormais, il était le gardien d'informations susceptibles de bouleverser la compréhension historique des familles influentes, de la politique locale et même d'institutions secrètement impliquées. Le personnel de la villa reprit ses habitudes, mais avec la conscience silencieuse que quelque chose avait changé. Certains regards étaient plus prudents, certains pas plus mesurés. La maison continuait de fonctionner comme d'habitude, mais les fondements du contrôle absolu avaient été ébranlés. Le silence n'était pas rompu, mais son emprise avait perdu de son autorité. Tandis qu'Émile et Madeleine s'éloignaient, chaque pas était réfléchi. Cette expérience avait transformé Émile, non seulement en chercheur, mais aussi en stratège de la survie et de la préservation de vérités fragiles. La villa demeurait une énigme, mais désormais une partie de son histoire était entre les mains de ceux qui avaient choisi d'agir avec patience, intelligence et courage. Le monde extérieur à la villa ignorait, et peut-être ne saurait-il jamais vraiment ce qui s'était passé en son sein. Mais pour Émile, la vérité était limpide. La villa La Léopolda, symbole de luxe et de pouvoir, témoignait aussi du contrôle, de la manipulation et du silence qui pouvaient s'étendre sur des générations jusqu'à ce que quelqu'un ose les affronter. Des mois plus tard, Émile conservait les dossiers en lieu sûr, les examinant minutieusement, analysant les schémas et les enregistrements avec une attention quasi obsessionnelle. Madeleine restait à ses côtés, jouant le rôle de conseillère et de gardienne des secrets qui leur appartenaient désormais à tous deux. La villa La Léopolda se dressait, imposante, sur la côte, imprenable de l'extérieur, mais vulnérable de l'intérieur. Des documents éparpillés et des copies stratégiquement placées garantissaient que son contrôle absolu ne serait jamais rétabli. L'héritage du silence persistait, mais la flamme de la vérité était allumée. Et même si tout était en ordre, une question demeurait. Combien d'autres villas, maisons et familles gardaient de si profonds secrets, attendant simplement que quelqu'un ose briser le silence? Si les secrets de la villa La Léopolda vous ont surpris, imaginez le nombre d'histoires encore cachées à travers le monde. Partagez ce récit avec vos amis passionnés de mystères, d'enquêtes historiques et de secrets transmis de génération en génération. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué, la ruse d'Émile, le courage de Madeleine ou la force tranquille de Beaumont. Votre avis peut susciter de nouvelles discussions, voire de nouvelles histoires, car le partage des connaissances permet de briser le silence. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos enquêtes approfondies, nos récits macabres et nos mystères intemporels. Chaque clic et chaque commentaire contribuent à faire vivre la quête de la vérité, même dans les endroits les plus impénétrables. Baldur's Gate VODs, you will not see me harming Scratch or anything. Are you crazy? I never did that. What? It is true. What's this? Is it bad that this is... Can I repair this? Oh no, it's the percentage. Gosh. No. Okay, I did cut off Karlach's head a few times, but again, Karlach could defend herself. It's different cutting Karlach's head off and harming Scratch. There's a very huge power difference in there. Karlach is a big girl, she can defend herself. I should probably heal. How the fuck do I heal? Guys, how do I heal? Oh.
I figured that. I just had to panic and click. How do I scan something that's in my inventory? Yeah, not the squirrel either. Red Thunder. I actually never harmed a squirrel, and my first playthrough was as Dark Urge, and I also remember talking to the devs about it, and I told them that I figured out on my stream that if you had to speak with animals, you don't automatically kick and kill the squirrel. And I figured that out, and they were considering fixing that, and I told them to not. Drop in the water and scan. Can I drop it in my base? Why hurt Karlach? Well, because Karlach is the only companion that if you kill, you can chop her head off. And Glitch, I don't know if you know, but